Mesdames, Messieurs, bonjour de la part et Colin d'Arnaud Herman, moi-même, euh, Léo Moulin qui coordonne ce webinaire régulier. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau, comme chaque mois, pour réfléchir, partager ce qui se passe dans ce monde en termes de développement durable au regard d'une actualité foisonnante, pas souvent très contradictoire, faite d'anecdotes et de sujets fondamentaux. Et donc, nous allons essayer ensemble de regarder. Et pour cela, moi, je vous propose donc un petit exercice où je sélectionne des points importants et en ce qui me semble important et que nous allons challenger avec vous-même dans la partie questions vers 11h45, 50 et avec notre expert invité. Alors, nous avons invité ce mois-ci un expert formidable qui est le plus approprié pour nous parler de la COP28, qui est quand même l'événement qui va nous occuper là tout ce mois de novembre et qui est donc Christian de Pertuis. Alors, je présenterai Christian plus en détail tout à l'heure sur toutes ces références nombreuses, si besoin était, parce que je pense que vous le connaissez comme auteur indispensable pour comprendre les enjeux climat. Et donc, je rappellerai tout ce que Christian a fait aujourd'hui et continue de faire. Et Léo, je vous laisse régler le son. Il y a de la pollution il y a de la pollution, Léo, s'il vous plaît. Ouais. Donc, il y a un son à couper, merci. Et donc, je présenterai Christian tout en le remerciant infiniment de se prêter à cet exercice à l'occasion de la sortie de son dernier livre, donc sur le climat, on va le présenter. Et c'est donc vraiment le sujet et la bonne personne pour ça. Et en attendant donc de l'entendre sur cette COP28 qui est quand même très un peu particulière, enfin un peu baroque, compte tenu de sa gouvernance, compte tenu de là où elle est et des sujets, etc., et du moment dans lequel nous sommes. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose de regarder un petit peu l'actualité. Alors, avant de rentrer, Arnaud veut faire peut-être que vous voulez faire un petit message au début, Arnaud, sur la campagne de financement participatif des Colurn, qui est une initiative très importante, très intéressante, parce que l'on crée un pôle de formation professionnelle sur le durable qui est soutenu par du financement participatif, c'est une initiative audacieuse. Je la salue et si tu veux dire un mot, on pourra Oui, en tu as dit parler aussi après. l'essentiel. Et comme ça, je te laisse le temps de mettre en plein écran les pages, ce sera plus agréable D'accord. pour les personnes qui suivent. Tu as dit l'essentiel, Patrick, et je serai assez bref, même si assez intéressé. Donc, on est en train d'ouvrir une campagne de financement participatif pour nous aider à financer notre développement. Sachant que cette action de formation, vous en doutez, elle est essentielle dans la période qui s'ouvre parce qu'il va falloir expliquer aux acteurs de l'entreprise comment s'y prendre pour réconcilier une trajectoire économique avec les enjeux de développement durable. Et donc, on a pris le parti de faire un financement participatif qui nous semblait le plus approprié au regard des valeurs et de la trajectoire de société à mission qu'on poursuit. Et on aimerait beaucoup que ce financement participatif trouve un écho important auprès de notre communauté d'alumni, de partenaires, de personnes qui nous suivent. Et donc, vous êtes cordialement invités à vous informer sur le site Tudigo, qui est le partenaire avec lequel on fait cette campagne, et vous aurez un lien en fin de présentation et vous avez toutes les informations sur notre site si d'aventure vous êtes intéressé. Voilà, Merci Arnaud. merci à Merci toi, Patrick. d'information. On y reviendra. Il y a un enjeu, je l'évoque à un moment parce que il a été abordé ce mois-ci par l'OCDE qui fait une revue des compétences au regard de la transition écologique et qui signale, donc je le dis maintenant pour faire la transition et pas revenir dessus, mais le rapport de l'OCDE indique très précisément qu'il y a un déficit de compétences. Alors, il dit en Europe, il dit un peu partout. Et là, en France, ça a été très largement travaillé et Jean Jouzel a fait un rapport que vous devez regarder qui est sur la problématique de compétences tant dans l'enseignement, elle est en train d'être réglée
qu'au niveau de la formation professionnelle. Et au niveau de la formation professionnelle, on est dans un mouvement brownien, ça part dans tous les sens. Moi, je trouve que les profs, à la fois la communauté académique euh, est trop dans le sillage de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant et n'a pas tiré les conséquences de la transformation en cours. Et là, peut-être Christian Pertuis dira quelque chose. On n'a pas transformé ce qu'il en fait partie, on n'a pas transformé aujourd'hui l'enseignement du management. Donc, nous le faisons dans la formation professionnelle les uns les autres, ici et là, mais nous ne sommes pas soutenus par un mouvement académique que je dirais suffisant, que je dirais même sérieux. Il est totalement dispersé, il est totalement aujourd'hui un peu suiveur des évolutions et on ne délivre pas des diplômes aujourd'hui de formation au management qui devrait être de formation au management durable. C'est quelque chose qui est invraisemblable et on saupoudre du durable dans l'enseignement libéral classique. Ça ne va pas. Voilà. Et donc, le travail de formation professionnelle qui se fait à Écolone, mais ailleurs, j'espère, va aider à cette transformation. Du coup, ben voilà, j'ai fait une incidente un peu personnelle, mais qui est au cœur du débat. Donc, le sujet plus lourd pour nous tous aujourd'hui, c'est celui de la COP28 qui vient dans un cycle géopolitique sur lequel il faut réfléchir. Euh, la thèse que je vous proposerai à propos d'un ouvrage donc, que moi je viens de sortir en complément derrière celui de Christian de Pertuis, c'est quand même le fait que le climat géopolitique s'est retourné très nettement. Et là, les défis clés de Dubaï, c'est quand même la question, après Sharm el-Sheikh qui était déjà une transition, c'est de se demander si les accords de Paris ne sont pas vraiment très, très, très loin derrière nous. Et si, au travers des rapports de force qui existent entre les pays, puisqu'on est quand même dans des négociations sous le couvert des Nations Unies, mais entre pays, si on n'a pas un très faible engagement du business aujourd'hui, avec des éléments qui permettent de le dire, c'est quand même un retour de ce qu'on appelle big oil, c'est-à-dire le monde pétrolier, le monde agrochimique. Euh, il y a eu cette étude très intéressante de plusieurs médias sur les fameuses bombes carbone, c'est-à-dire les gisements qui sont extrêmement contestés et que veulent ouvrir et développer les acteurs du secteur. On voit que le Canada aujourd'hui revient à sa taxe carbone. On a quand même dans le travail qu'a présenté la semaine dernière Total sur son Energy Outlook, un discours, un narratif qui consiste à dire faisons du pétrole tant qu'il y a des besoins. Voilà. On est, je ne sais pas ce qu'en pense Christian Pertuis, mais sur le prix du carbone, on a l'impression que vraiment on a coupé tous les radars là-dessus. On a coupé, la Banque mondiale qui était chargée de ça ne fait plus rien. Et si j'en crois le rapport préparatoire des Nations Unies à la COP28, donc l'Adaptation Gap Report, qui a été publié, eh bien, on voit bien que là, les pays en sont en train de préparer. Sinon, des paliers pour dire ça va, on a des urgences plus graves aujourd'hui. Et en tout cas, il n'est pas question de suivre l'Occident maintenant de manière un peu trop nette sur ces questions-là. C'est à eux de faire le premier pas, notamment au travers du financement. Donc voilà, je laisserai l'expert tout à l'heure rentrer dans le détail de ceci. Alors, en point Patrick, 1, pardon de te couper. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux mettre en plein écran, s'il te plaît, pour la facilité de suivi? voilà. Merci beaucoup. En point 1 de cette analyse, je dirais que quand même, sur le plan institutionnel, pardon pour la faute, sur le plan institutionnel, quand même, il y a euh, un maintien quand même d'orientation très fondamentale. Alors, notamment où les grands acteurs essaient de tenir le jeu. Donc, ça ne part pas dans tous les sens pour autant. Il faut suivre le travail qui se fait, qui est très long, côté Nations Unies sur le traité des droits humains. On attend toujours le mandat de l'Union européenne sur ce chantier. C'est assez étonnant. L'Europe n'est pas en pointe là-dessus. Et il y a l'engagement du traité sur la réduction de la production et on n'est plus maintenant dans des logiques simplement de recyclage, mais on est dans des logiques mondiales de restreindre la production de plastique. Ce sont là des décisions à impact juridique très important si elles voient lieu. Je note que acteur majeur, la BCE
vient de rappeler aux banques qu'elles doivent prendre des mesures sur la maîtrise de leur risque climat et que contrairement, je l'aborde après, contrairement au Conseil européen qui s'est prononcé contre l'intégration du secteur financier dans la future directive vigilance, la Banque centrale avait recommandé de le faire, de mettre le secteur financier dans ce périmètre. Bon. Alors, on a un acteur européen aujourd'hui qui évite que les choses se défassent, c'est clair. Continue d'avancer sur le règlement emballage, qui est très important, et sur d'autres sujets. J'ai parlé de la directive CS3D qui va probablement avancer, mais dans un contexte où, si on enlève les banques, c'est le secteur financier, c'est quand même embêtant, et il faut qu'elle tienne bon sur l'extraterritorialité. Et puis, le texte restauration de la nature, comme d'autres, ont été adoptés par le Parlement, mais vraiment avec un périmètre d'application très réduit. C'était le gage à donner au PPE, notamment pour les intérêts agricoles. Euh, on est un peu plus, je dirais, contraignant sur les émissions de méthane. Ça, c'est aussi un point important. Alors, la décision du gouvernement français de sortir un peu du marigot là, sur la réforme du label ISR vient de se faire. Donc, on sort les acteurs qui sont dans l'énergie fossile. Ouf, c'est fait. Je pense que ça peut repartir d'un bon pied et c'est un succès pour les ONG, le FIR qui l'avait demandé. Bon. Décision juridique extrêmement importante là, qui fait partie vraiment des balises institutionnelles qui tiennent bon. Donc les juges, le Conseil constitutionnel, excusez du peu d'une part, et un tribunal administratif, donc c'est sur l'arrêt Stocamine qui est assez célèbre, ce sujet, considèrent que les générations futures, ça existe dans le droit. C'est un acteur au nom duquel des décisions de droit et de respect des intérêts doivent se prendre. C'est à noter et c'est pas rien. Et je note parce que je crois dans ce secteur pharmaceutique, qui a été capable de faire un peu un accord contractuel, ça c'est intéressant, sur sa transition avec l'État. Il n'y en a pas tant que ça en France. Donc ça, c'est bien que l'État et les secteurs, dans le contexte de planification, passent des accords de long. Alors, sur quelques signaux, je vais assez vite. Quelques signaux que j'aborde. Bon, côté assureur, le tracking qui est fait montre que ils sont toujours dans le financement toujours dans le financement des fossiles. C'est embêtant. On a vraiment des interrogations fondamentales sur les politiques agricoles. Alors là, Christian Pertu, qui est un expert du monde agricole, pourra donner un avis. La transition est lente et difficile. Je ne peux pas m'empêcher de venir en appui des propos importants sur le financement de la transition par Patrick Artus, qui lui est un des rares économistes, ma chère Christian, à insister sur le fait que, comme l'avait dit à un moment Yves Perrier, président d'Amundi, il faut aller chercher aussi le financement dans la réduction des rendements aujourd'hui des capitaux. Débat important et qu'il y a de la marge de ce côté-là. Et j'ai parlé de l'avertissement de l'OCDE sur le défi de compétences. Alors, face à ces points-là qui sont aujourd'hui soutenus à un certain niveau, on a quand même des pressions de la société, mais des pressions de la société qui subissent aujourd'hui vraiment des contraintes. Je dirais, le fait que les ONG soient quitté la plateforme RSE en France est un signal de ce point de vue-là révélateur et même ennuyeux. Euh, on a aujourd'hui une remise en cause du fameux accord là, de Rana Plaza à Dakar avec la filière textile. Il y a tout un débat en cours sur les fameux living wage, c'est-à-dire assurer des rémunérations de base au nom de ces filières dans les pays émergents. Là, il y a un conflit fort, on verra ce qu'il donne. C'est intéressant les campagnes qui sont faites sur les SUV parce que c'est une problématique qui est une problématique à la fois technique et politique. Et je ne peux pas m'empêcher de signaler quand même l'avis de la Cour des comptes qui considère que les politiques assez critique sur les politiques publiques sur nos sujets et notamment critique l'insuffisance de l'engagement de la Caisse des dépôts. Voilà, qui veut dire un mot là-dessus, le dira.
Alors, quelques petits signaux quand même positifs dans ce paysage au niveau des décisions, je dirais, plus micro. La filière laitière qui prend en main aujourd'hui sa décarbonation, la relance de l'ESS par la ministre, le fait qu'il y a une tentative de Global Compact d'aller évangéliser la Chine sur ces sujets, qu'est-ce que ça donnera? Des rapports, alors les derniers, c'est BCG et MSCI qui disent que les entreprises n'en font pas assez sur la décarbonation et un rapport qui fait le point de l'ESMA sur ces questions. L'initiative intéressante d'un point de vue structurel du Crédit Agricole qui met quand même 20 milliards en société pour avoir un outil, un levier d'investissement direct dans les ENR, c'est quand même très intéressant comme montage. Et puis, je le signale parce qu'il y a tout un débat sur l'affaiblissement, le déclin du mécénat dans son rapport à nos enjeux. Et quand même, c'est JP Morgan qui vient donner les leçons. Ils mettent 20 millions sur la table. Il n'y a pas d'acteurs, par Crédit Mutuel, il n'y a pas d'acteurs français aujourd'hui qui s'investissent à ce niveau-là dans des sujets d'intérêt commun sur lesquels il n'y a pas un rapport à leur image. Voilà. Donc ça, je le note, c'est intéressant. Je termine, avant de passer la parole à Christian Pertuis, sur un message qui est un peu un message personnel que je lance dans le débat avec la publication d'un livre chez Duno, qui est une alerte en réalité sur ce que moi j'observe dans mes travaux et que nous avons enseigné à l'IRIS l'année dernière, c'est un retournement aujourd'hui je dirais, la vision libérale est très RSE, les entreprises font des efforts, elles avancent, elles vont faire les choses. Non, non, il y a un palier très significatif dans les efforts du business au niveau occidental et les attitudes qui ont été étudiées à propos du conflit en Russie-Ukraine le démontrent et sur beaucoup d'autres sujets, dont le climat. Et aujourd'hui, on rentre dans une problématique. Si les entreprises privées aujourd'hui ne se saisissent pas de ces données-là, c'est-à-dire intégration des valeurs démocratiques, prise en charge des enjeux collectifs, non seulement dans leur gouvernance, mais dans les progrès réels au regard des agendas publics, eh bien, elles vont affronter un capitalisme d'État qui est de plus en plus fort, adossé aux États autoritaires. Et là, nos sujets seront très extrêmement fragilisés. Et donc, j'essaie de traiter un peu dans ce livre un peu le sujet en montrant que euh, il y a une asymétrie qui pose problème, évidemment, entre la prospérité croissante d'entreprises qui ont un market power très fort maintenant et des positions oligopolistiques très importantes dans tous les secteurs et qui donc dégagent des capacités aujourd'hui de création de valeur qui sont inégalées dans l'histoire et avec des taux de rendement qui sont extrêmement importants que ça ne s'accommode pas des simples petites pratiques RSE qui ont pu exister jusqu'à maintenant dans des démarches qualité, mais qui ne remettent pas en cause les modèles. Et donc, il va bien falloir se poser des grandes questions. Alors, ça ne sera pas en contraignant les entreprises en les rendant plus faibles. Il y a un débat de compétitivité qui est évident, face à la Chine notamment, mais au contraire, en contractualisant sur cette intégration dans les modèles de la durabilité et en la mettant en jeu en place dans la régulation mondiale. Voilà. Et là, c'est possible à condition de le vouloir, évidemment. Il y a le sujet, par exemple, des métaux est discuté au niveau international, au niveau européen et autres, mais on ne le prend pas du point de vue de la logique durable. On le prend du point de vue de la logique d'accessibilité aux ressources et de maîtrise des prix. Ça n'est pas du tout suffisant. Donc là, on a des défis qui sont des défis politiques, des défis voire cognitifs, des défis de transformation et de pilotage d'une géopolitique qui est complexe et n'est plus du tout aussi favorable que ce qu'elle était il y a des années. Et donc, euh, il va falloir que les entreprises revoient le management. C'est ce management libéral très simple, qui est quand même fondé à 100% sur la maximisation aujourd'hui du résultat financier dans lequel on s'est laissé embarquer et tous les acteurs des sciences de gestion se sont laissés embarquer et qui doit basculer aujourd'hui dans un équilibre meilleur entre la performance économique et la performance sociétale. On a maintenant des outils théoriques qui nous permettent de l'installer, mais on n'en tire pas des leçons ni dans l'enseignement, ni dans la pratique. Et c'est un peu le message. On le traitera le 14 décembre pour ceux que ça intéresse dans une discussion avec les uns et les autres. Je termine
20h21, donc Christian, je suis à l'heure, presque. En général, je signale quelques livres intéressants qui sont sortis. Donc, en plus de celui de Christian dont il vous parlera, celui de Cazeneuve est intéressant sur les éléments de corruption. Ce sujet est un grand sujet. Ce n'est pas un sujet réglé. Il faut toujours le suivre. Un acteur que j'aime, un auteur que j'aime beaucoup, un journaliste et docteur en sciences économiques, Ali Laïdi, qui a énormément travaillé sur les échanges internationaux, qui nous donne un livre important sur la façon dont la Chine aujourd'hui travaille dans les échanges et le supplément du Monde sur toutes les crises en cours qui vaut la peine. Merci. Voilà, je laisse maintenant la parole à Christian de Pertuis. Il pourra réagir à mes quelques remarques générales sur ce qui s'est passé depuis un mois dans ce monde et surtout sur ce qui nous attend. Vous connaissez Christian de Pertuis à travers ses très nombreux ouvrages sur notamment l'enjeu climatique, sa responsabilité dans la chaire climat qu'il a créée et qui est vraiment un contributeur intellectuel, scientifique, économique important à la réflexion française aujourd'hui sur ce sujet. Et donc, j'aimerais lui demander de nous éclairer là dans la demi-heure qui vient sur, et on en discutera avec lui, sur un peu le rapport de force à la veille de la COP28, comment il voit aujourd'hui à la fois parmi les États pour, contre, un peu ce qui peut faire progresser et non pas échouer cette COP un peu baroque en cours, parce que présidée par producteurs de pétrole, comment ils voient la place des entreprises, l'engagement des entreprises aujourd'hui justement sur ce terrain. On dit qu'elles sont plus nombreuses que les ONG maintenant. Et puis, si on n'y met pas le financement qu'il faut, s'il n'y a pas ces portages politiques, où va-t-on dans la stratégie mondiale climatique qui avait été retournée positivement à Paris et qui là semble se détricoter un petit peu? Voilà. Euh, Christian, merci à nouveau d'être parmi nous et on t'écoute avec un grand intérêt. Bien, bonjour à tous. Merci Patrick pour cette présentation. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je vois s'afficher une question. Qu'est-ce que vous pensez du boycottage de la COP? Bon, il se trouve que j'ai un papier qui va paraître dans le Monde sur cette question. Moi, je pense que, en gros, on est vraiment à un tournant en matière de stratégie climat et on a deux grands problèmes à résoudre. Le premier problème concerne le carbone fossile, comme son nom l'indique, l'énergie fossile, hein, qui aujourd'hui est à l'origine d'à peu près 80% de l'énergie qu'on consomme encore dans le monde, hein, le pétrole, le charbon et le gaz, et qui est à la source d'environ 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc il faut évidemment accélérer la transformation énergétique, ce qu'on appelle la transition énergétique, qui est tout sauf une transition, c'est une révolution, parce qu'il faut passer, en gros, d'une somme de transition énergétique qu'on fait depuis un siècle et demi dans lequel on empile les sources d'énergie, les sources d'énergie les unes sur les autres, un modèle de l'addition, un modèle de la soustraction. Ce qu'il faut faire, c'est plus ajouter une nouvelle source d'énergie décarbonée, c'est enlever les sources d'énergie fossile. C'est la première jambe de ce que j'appelle la transition climatique. Et on est à un point majeur d'incertitude sur cette transformation, puisque on voit bien que depuis 2 décennies, hein, les investissements dans le décarboné, dans les énergies de flux, donc les énergies renouvelables, sont dans une phase d'accélération incroyable. Donc il y a le volet investissement de cette transition qui est important. Et j'ai écouté Patrick, là, ça m'a beaucoup amusé lorsqu'il a dit c'est quand même intéressant que le Crédit Agricole mette enfin 20 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. Il se trouve qu'il y a 2 ans, on avait fait une table ronde à Dauphine en présence du président du Crédit Agricole, dont j'ai oublié le nom. Et j'avais commencé mon intervention en disant le problème, c'est que jusqu'à présent, les banques n'ont pas financé du tout les énergies renouvelables. C'est principalement
les États qui ont pris tous les risques, et puis un peu quelques capitalistes périphériques un peu illuminés qui étaient en dehors de la sphère financière et du monde des entreprises cotées. Bon, pourquoi est-ce qu'on a un virage majeur maintenant? Parce qu'il va falloir passer à la phase de désinvestissement. Le vrai coût pour l'économie, ce n'est pas d'investir. Dès que vous passez un modèle dynamique en économie, ce n'est pas l'investissement qui a un coût. L'investissement, ça accroît la capacité de production. Ce qui va avoir un coût énorme pour les sociétés, c'est le désinvestissement des énergies fossiles. Si on veut baisser les émissions, ce n'est pas de rajouter des éoliennes ou de l'hydrogène vert ou du photovoltaïque qui fait baisser les émissions, c'est d'enlever les actifs économiques qui sont mobilisés soit pour la production, soit pour la consommation d'énergie fossile. Bon, en gros, ce désinvestissement, pardon, a déjà commencé sur le charbon. Et si vous regardez les courbes, vous verrez qu'effectivement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe que dans les pays développés, le désinvestissement sur le charbon a démarré. Il n'y a qu'un seul endroit où ça n'a pas démarré, c'est l'Australie, à cause de l'exportation. Bon. Ça va s'accélérer puisque la Chine est à un point de bascule, on le voit, tous les experts le disent, la Chine a tellement investi dans le vert qu'elle va désinvestir le charbon. On n'est pas au bon rythme, mais on est dans la bonne direction. Sur pétrole and gaz, sur ce que j'appelle le complexe pétro-gazier, pour parler français, de temps en temps on a le droit de parler français, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est particulièrement éclatant aux États-Unis. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant accru ses capacités de production dans le pétrole et le gaz que les États-Unis depuis 20 ans. Et ça continue. On voit bien que les majors pétrolières viennent de remettre, je ne sais plus combien de dizaines de milliards d'euros dans le pétrole de schiste. On n'y est pas évidemment dans les pays du Moyen-Orient, et notamment dans les Émirats arabes unis, qui accueillent aujourd'hui la COP28. Et donc, ce qu'il va falloir organiser maintenant, c'est cette accélération du désinvestissement sur la partie transition énergétique. C'est un changement total de logiciel, on n'a jamais fait ça. Nos sociétés savent à peu près investir lorsqu'on leur donne les bonnes incitations. C'est pour ça que le prix du carbone est évidemment un truc essentiel. Elles ne savent absolument pas désinvestir. Et on voit bien que les entreprises ont toutes les peines du monde, effectivement, à reconvertir leurs actifs. Donc je crois que c'est ça le grand enjeu. Bon, alors je viens à la COP28 maintenant. Est-ce qu'il faut boycotter la COP28? Absolument pas. Les Émirats arabes sont l'expression la plus claire de cette difficulté à effectuer cette transition, et je ne suis absolument pas convaincu par les grands donneurs de leçons généralement émanant d'ONG occidentales qui disent que l'émir El Jaber des Émirats arabes unis n'est pas qualifié pour présider une COP parce qu'il est président de la Compagnie nationale pétrolière. Il est également président de Masdar, qui est l'une des entreprises leaders en matière d'énergie renouvelable. Donc, il est directement confronté à ce problème de bascule depuis l'investissement dans les non carbonés vers le renouvelable, pour faire le désinvestissement du fossile. Donc moi je pense qu'au contraire, cette COP28 est effectivement le lieu où il faut mettre sur la table cette question du désinvestissement des fossiles sur le volet oil and gas. Et je pense qu'il existe dans les COP un système de vérification de la qualification des présidents de COP, qui est un système comme tous les systèmes onusiens un peu lourdingues. Bon. Et je pense que la pire des attitudes, c'est de rester à l'extérieur de l'enceinte de négociation. Le combat doit se mener à l'intérieur de l'enceinte de négociation. Et le problème qui est posé ne concerne pas uniquement les économies du Proche-Orient. Dans l'ouvrage, le chapitre 4 de Carbone fossile, carbone vivant, j'ai créé un groupe qui s'appelle le groupe du G17. Le groupe du G17 qui est Oui, je vois une question intéressante à laquelle je vais répondre tout de suite. Le G17, c'est le groupe des économies qui sont le plus dépendantes de
la production de l'exportation d'énergie fossile. Dans le G17, on continue à investir massivement dans le pétrole et dans le gaz, là où il en reste. En Europe, la Norvège, le parangon de la vertu écologique, par ailleurs, est membre du G17. On continue aujourd'hui d'attribuer de plus en plus de permis d'exploration de gaz naturel en mer du Nord et même au-delà, jusque dans l'océan Arctique, en Europe, à l'intérieur non pas de l'Union européenne, mais de l'espace économique européen, puisque la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, comment dire, utiliser le fait que c'est dans le Proche-Orient comme un espèce de paravent pour oublier notre responsabilité, c'est, je pense, extrêmement grave. Cette responsabilité, elle nous concerne tous et nous continuons à investir lorsqu'il en reste dans la production et l'extraction d'énergie fossile en Europe, pour le pétrole et pour le gaz. Pour le charbon, on a déjà commencé la transition. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce qui me semble extrêmement important. Bien évidemment, la question de la sortie de l'énergie fossile serait beaucoup plus commode si on osait manier le meilleur outil pour le faire, qui serait l'élargissement de la tarification carbone et le prix du CO2 à l'échelle internationale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui, véritablement, faute non pas uniquement d'une volonté politique de certains, mais faute d'une organisation collective suffisante. Le système des Nations Unies est extraordinairement faible. Il est incapable d'arrêter des conflits meurtriers autour de nous. Il n'est pas plus capable de créer une autorité publique mondiale qui serait en charge d'organiser la tarification carbone à l'échelle internationale et d'en vérifier l'application. Une telle tarification pourrait évidemment être un instrument fantastique pour accélérer les transferts financiers vers les pays moins avancés. Il suffirait de redistribuer le produit de cette taxe carbone ou de cette tarification carbone vers les pays moins avancés avec une règle de distribution per capita. De même que lorsqu'on fait une taxe carbone en France, si vous redistribuez le produit des taxes carbone vers les ménages les plus défavorisés, vous faites de la tarification carbone redistribuée. Bon. Question incidente, Christian, pardon, question incidente. Pourquoi l'OCDE, qui mène le chantier fiscalité, il y en a fait d'autres, qui réunit les riches concernés, n'est-elle pas capable de se saisir de cette question du prix pour moi, je vais être peut-être un peu caricatural. Mais je me suis toujours demandé à quoi servait l'OCDE, si tu veux, en dehors de payer très bien des experts internationaux, parce qu'effectivement, l'OCDE, c'est une sorte de club, mais ce n'est pas un acteur qui fait, si vous voulez, c'est un acteur qui, parfois, donne à réfléchir, plus ou moins. Bon. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de lieu alternatif aux Nations Unies sur le climat, qui est vraiment un problème mondial, qui n'est pas un problème local. Bon. Alors, il y avait une question quand même qui était sur... ça pourrait être un premier temps relevé du G20, mais non, ne croyez pas que le G20 est un lieu où on peut prendre des décisions plus facilement que dans les Nations Unies, puisque le G20, il est parcouru aussi de contradictions entre ces différentes parties prenantes. Et la vérité, c'est que l'ambition potentielle des riches pour mettre en place une taxe carbone disparaît sitôt qu'il faut redistribuer cette taxe carbone, si vous voulez. Ne croyez pas le discours qui vous dit depuis le protocole de Kyoto que les contraintes climat, c'est les riches qui les portent et pas les pauvres. Non, la vérité, c'est que nous sommes incapables de mettre en place des systèmes qui redistribueraient massivement l'argent vers les pays pauvres, parce que ça remet en cause une partie de notre mode de vie. Je voudrais quand même répondre à la question qui m'a été posée, que j'ai vu apparaître sur l'écran. Est-ce que désinvestir, c'est la même chose que d'arrêter l'investissement? La réponse est non. La réponse est non. C'est bien expliqué dans le chapitre 3 du bouquin. Excusez-moi, je ne voudrais pas faire de la promotion commerciale, mais moi je crois que ce qu'on n'a pas du tout anticipé et qu'on vit maintenant sur le secteur énergétique, c'est bien qu'il faut retirer des actifs qui sont liés soit à la production, soit à la production d'énergie fossile.
tous les travaux sérieux sur la question, à commencer par ceux de l'Agence internationale de l'énergie, nous le disent. Pourquoi? Parce que si vous additionnez la production potentielle de toutes les infrastructures déjà en place pour produire et utiliser l'énergie fossile, vous dépassez les budgets carbone qui nous mettent significativement en dessous de 2 degrés Celsius à la fin du siècle. Donc c'est Qui bien indemnise, Christian, qui indemnise les propriétaires de ces actifs? Mais pourquoi Quelle est est-ce la qu'il défaisance? Qui paye la défaisance? pourquoi est-ce qu'il faut les indemniser? Ah, parce que sinon, ils ne le feront pas. Pourquoi est-ce que tu veux indemniser Total s'il continue d'investir trop dans le gaz et le pétrole fossile? Parce qu'il ne le fera pas sinon. Ben, il faut trouver une bonne façon de le faire. Donc la meilleure façon, ce serait effectivement de mettre une contrainte sous forme d'un prix du CO2, et sinon il faut trouver d'autres modes de régulation. Moi j'avais fait une proposition l'année dernière, c'est paru dans les Échos du reste, hein, lorsqu'on parlait de taxer les super profits, j'avais fait une proposition de méthode, hein, pour taxer tous les super profits que Total a fait l'année dernière. Voilà, donc c'est par des méthodes comme ça qu'il faut le faire. Moi, je ne crois pas du tout à l'action spontanée des entreprises engagées dans les fossiles vers le désinvestissement. C'est complètement contraire à la logique de l'entreprise. Il faut bien une régulation extérieure. Bon, je dis quand même 2 mots, si tu m'en laisses Oui, encore le temps, parce que on a le temps, on a le temps. je vois que le Vas-y, chronomètre, tout, mais quand je dis 2 mots, ça va me prendre quand même un peu plus que 10 secondes. Hein. Sur vas-y, le on a le temps. deuxième Prends ton volet, temps. sur le deuxième volet de la transition climatique qui concerne non plus le carbone vivant, pardon, non plus le carbone fossile, mais le carbone vivant. Alors ce point est très important. Dans les présentations un peu communes, souvent on a l'impression qu'il y a le climat d'un côté, la biodiversité de l'autre. Hein. Bon. Aujourd'hui, bon, malgré la dénégation d'un certain nombre d'acteurs, il ne fait plus guère de doute que le climat change, que l'homme en est responsable et qu'il faut agir face au climat. Il n'y a pas encore la même prise de conscience sur la biodiversité. Donc, souvent, on présente le débat sur la biodiversité comme étant, ben, et en plus du climat, maintenant, il va falloir s'occuper aussi de la biodiversité, un peu comme si c'était, comment dire, une sorte de luxe supplémentaire. Voyez, bon, alors, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je pense que, en réalité, les enjeux climat et biodiversité sont très directement liés et qu'il n'y a pas de marche vers la neutralité climat sans une action très forte sur le carbone vivant. Pourquoi? Parce que le carbone vivant, aujourd'hui, c'est à l'origine de 25% d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, principalement par 2 leviers qui sont les plus connus. Un, les émissions hors CO2 de l'agriculture qui sont générées non pas par l'usage des énergies fossiles par les systèmes agricoles, mais par l'impact des techniques et des procédés agricoles sur le milieu naturel. Donc il y a le méthane, principalement les élevages ruminants et la riziculture, le N2O, les systèmes de fertilisation azotée, et puis les rejets ou les absorptions de CO2 par les terres agricoles. Et ça, ce n'est pas du tout lié aux fossiles, c'est lié aux techniques agricoles. Et puis, les puits de carbone, dont on a bien identifié aujourd'hui le principal facteur anthropique, c'est la déforestation. Mais je rappelle que la déforestation n'est pas un phénomène qui a démarré en 1950 ou 1960 au Brésil et en Indonésie, c'est un phénomène historique. Et dans toute l'histoire de la déforestation, on voit que c'est toujours l'expansion des terres pour l'agriculture et pour l'élevage qui constitue le principal, non pas le seul, mais le principal facteur de déforestation. Donc, si on veut agir efficacement contre la déforestation tropicale, on ne va pas mettre des gardes forestiers autour de l'Amazonie ou du bassin du Congo. Il faut modifier les systèmes de production agricole qui sont à la source de la déforestation. Et il ne faut pas faire, souvent, les gens qui ne connaissent pas les questions agricoles identifient agriculture intensive avec agriculture dévastatrice de l'environnement et agriculture extensive, agriculture plus respectueuse de l'environnement. Il faut évidemment faire de l'intensification
écologique sur les fronts de déforestation et partout dans les pays les moins avancés. Notamment, je vois ça à travers mon engagement dans l'ONG AgriSud International, hein, qui est un opérateur qui développe l'agroécologie dans ces zones-là. Si on veut arrêter la montée du désert au nord et au sud du Sahara, il faut agir sur les systèmes agricoles en utilisant la diversité du milieu naturel pour produire plus et mieux à l'hectare. Parce que si on ne produit pas plus à l'hectare dans ces pays-là, on va avoir besoin de plus d'hectares, donc on va continuer à détruire et les forêts tropicales et aussi les zones humides, etc. Donc voilà un peu, si vous voulez, la deuxième révolution qu'il faut opérer. Et là, on est beaucoup moins avancé. Pourquoi? Parce que le problème posé pour l'économiste, il est beaucoup plus compliqué. Pour la sortie des énergies fossiles, au fond, c'est assez simple. Il y a 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qu'il faut drastiquement sortir du système de production énergétique. J'ai appris à faire des fonctions de production à facteurs plus ou moins substituables, donc on peut modéliser assez facilement la chose. Pour le carbone vivant, il faut réinvestir dans la diversité, mais pas dans la diversité des biens matériels, pas évidemment dans l'énergie fossile, il faut réinvestir dans la diversité du vivant. Et si on réinvestit dans la diversité du vivant, ça, c'est extraordinairement compliqué parce que changer des systèmes de production agricole en réduisant tous les dégâts qu'on a infligés au système naturel, en spécialisant les systèmes, en faisant de la monoculture, en rajoutant des produits chimiques les uns au-dessus des autres pour contrer le phénomène d'affaiblissement de la capacité naturelle de régénération des sols. Ça, c'est effectivement des choses qui, dans le temps, ont des contraintes très fortes qui sont dues simplement aux contraintes biologiques de reproduction. Bien sûr que quel que soit le degré des techniques que vous avez, vous ferez un blé par an. Hein, et puis, la vache, elle a une gestation de 9 mois, le porc de 2-3 mois. Oui, donc Et puis, on découvre aussi, lorsqu'on creuse un peu la question, que, au fond, on n'a pas de système B. C'est-à-dire que l'homme, aussi intelligent soit-il et autant d'argent puisse-t-il mettre dans la recherche et développement, il n'est pas capable de recréer l'incroyable complexité et l'incroyable agencement du système naturel, des relations, de la multiplicité de relations entre les êtres vivants. Donc, lorsqu'on détruit une partie du patrimoine naturel, on n'est pas capable de le reconstruire. Voyez-vous ? Je peux produire la même quantité de kilowattheures avec des moyens décarbonés. Bon, moi, je pense que ce sont les flux, donc l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, hein, à la place de centrales thermiques. Je ne sais pas reconstituer une forêt primaire une fois que je l'ai enlevée. Je ne sais pas reconstituer un sol avec toute sa richesse d'êtres vivants, hein, les bactéries. Hein, je sais que le poids des bactéries est de très loin dans le monde le plus lourd en matière de biomasse naturelle. Hein. Il y a beaucoup plus de bactéries en poids que de mammifères. Oui, bon. Comment est-ce que je reconstitue ça dans un... Donc, pour moi, l'enjeu du carbone vivant, non seulement il n'est pas secondaire, mais effectivement, je vois que Anne Hubert me rappelle, les peuples autochtones savent et peuvent nous aider. Les peuples autochtones ont effectivement un certain nombre de connaissances, mais souvent, et là je parle d'expérience, lorsqu'on travaille sur des systèmes agricoles qui pratiquent des systèmes traditionnels, par exemple la transhumance. Hein, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vécu plus de 4 ans en Algérie, j'ai travaillé sur les systèmes agricoles. Lorsqu'on regarde les systèmes traditionnels sur la transhumance ou sur la culture sur brûlis, qui respectaient des équilibres du milieu naturel, autrefois, souvent, ces systèmes ne permettent plus de le faire. Donc, il faut aussi réintroduire des nouvelles connaissances et des nouveaux modes auprès des populations locales, même si, évidemment, il n'y aura aucune transformation réussie de lutte contre la déforestation ou plus
précisément de restauration de systèmes agricoles qui respectent la forêt si on ne s'appuie pas sur la masse de savoir-faire et sur la masse de connaissances des populations qui sont aujourd'hui dans ces lieux-là. Vous savez, il y a un très beau livre sur la déforestation, enfin sur l'Amazonie qui a été écrit par un géographe dont j'ai oublié le nom, mais vous trouverez les références sur mon site, hein, et il explique combien la vision occidentale d'une forêt vierge est incroyablement trompeuse. Il n'y a pas d'espace vierge, voyez-vous. Donc la forêt amazonienne est effectivement peuplée de multiples êtres vivants, parmi lesquels beaucoup de non-humains, mais aussi des êtres humains depuis très longtemps. Les premières fois que je suis descendu, et je terminerai par là, dans le désert saharien, bon, moi j'habitais plutôt près de la mer, hein, ma première impression c'est qu'il n'y avait personne, mais c'est faux. C'est faux. Même dans le désert, qui est l'une des plus faibles densités de population au monde, vous avez des gens, vous avez d'autres êtres vivants aussi, vous avez plein d'êtres vivants, vous avez des gens, et vous avez des sociétés pastorales. Et si vous voulez, par exemple, lancer des programmes de lutte contre la désertification en replantant des arbres, si vous ne tenez pas compte des gens qui sont là, vous n'aurez jamais de forêt. Est-ce que le concept, Christian, de régénération, aujourd'hui, est bien pris en main tant par la Non. recherche Par la recherche, que par oui. les acteurs? Alors je vais terminer par là peut-être. Oui, En 2 mots, oui, et je vais même revenir sur ce que tu as dit sur la recherche, enfin sur l'enseignement, parce que ça oui, m'intéresse. bien Voilà. sûr. Alors, donc on va terminer par là. Alors, nous avons la chance en France d'avoir un institut qui s'appelle l'INRA, qui s'appelle maintenant l'INRAE, ils ont rajouté environnement. Et bon, moi, j'étais dans les chambres d'agriculture au début des années 80, non, à la fin des années 80, pardon. Donc, j'ai un souvenir effectivement de ce qu'étudiait l'INRA à l'époque. Et puis, je vois maintenant le programme de recherche de l'INRA, c'est complètement différent. Donc, l'INRA a très largement reconstruit son programme de recherche, hein, vers les problématiques d'agroécologie, de régénération des sols, et ne s'intéresse plus tellement à l'impact, hein, de l'optimisation des rendements du blé dans le système monoculture avec des engrais chimiques. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un mouvement assez important, au moins dans la recherche sur le vivant, dans le volet agronomique. Bon, le Muséum national d'histoire naturelle étant un lieu incomparable de recherche sur la biodiversité en général. Donc là, il y a des choses. Dans l'enseignement, je trouve qu'on fait trop la place à l'enseignement supérieur et pas assez à l'enseignement primaire et secondaire. Pour moi, le truc important, c'est d'intégrer correctement les problématiques climat-biodiversité dès l'enseignement primaire et secondaire, ce qui n'est pas fait ou mal fait. Bon, moi, j'ai été invité 1 ou 2 fois, enfin, même plus, enfin, je suis même pas mal invité pour les classes terminales, mais j'ai été invité 1 ou 2 fois dans des collèges. Alors maintenant, on a mis le développement durable dans les programmes, simplement, on a oublié de former les profs. Bon. On a un problème de formateur. On a un vrai problème de formateur. Les profs, qu'est-ce qu'ils font? On leur colle des heures, ils n'ont pas de formation. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Sur l'université, bon, moi, j'ai fait mon premier cours d'économie du changement climatique en 2003. À l'époque, tout simplement, j'étais considéré comme un marginal, une sorte d'ovni dans un océan d'incompréhension. Bon. En 2009, on a créé un master spécialisé, énergie, finance, carbone. Je pense qu'au bout d'un moment, ça finit par former des gens quand même, parce que moi, je suis très souvent invité par des gens qui me disent, bah, tiens, j'ai suivi votre cours il y a 10 ans ou 15 ans. Bon. Et maintenant, on intègre un module commun obligatoire en première année sur les bases de l'écologie. Bon, donc, on avance un peu. Bon. Ce que je trouve effectivement pas encore correctement fait, c'est le lien avec les formations appliquées, bon, de gestion, ça je ne connais pas très bien, et puis la formation permanente. Je pense qu'il y a un besoin énorme de formation permanente qui va au-delà que de présenter la fresque du climat. Vous voyez, bon, donc aujourd'hui, la fresque du climat, c'est un instrument pédagogique très, très amusant. Moi, je l'ai vu fonctionner il n'y a pas très longtemps. Bon, je pense qu'il y a vraiment un vrai besoin là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de demandes, mais je ne peux pas répondre à toutes les demandes, évidemment. Et ça va être assez long. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas faire des formations comment dire, à bas niveau académique en saupoudrant un peu de tout, hein, vous voyez, en faisant des espèces de master développement durable où on met un petit peu de climat. Non, il faut vraiment
trouver le bon équilibre avec des formations de très haut niveau, discipline par discipline, et ensuite en essayant de faire communiquer autant qu'on peut le faire les disciplines les unes avec les autres. Voyez-vous. Ça, je pense que c'est très important. On a la chance en France d'avoir l'IPSL, qui est quand même l'un des organismes reconnus au plan mondial sur les sciences du climat. Bon, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Jouzel en 2001, c'est pour ça que je me suis spécialisé sur le climat. Bon, et je continue à être très en étroit. Bon, on a la chance en France d'avoir le Muséum national d'histoire naturelle qui a le même niveau de ressources pour bon. Et ensuite, le rôle, c'est d'agencer un peu ces sciences dures avec d'autres sciences, mais surtout de maintenir le très bon niveau théorique, le très bon niveau académique. Et donc, on essaye maintenant à Dauphine de faire ça en faisant plusieurs thèses sur un même Mais sujet. pour te permettre Voilà. de conclure avant d'aller vers le débat avec Ouais. nos participants, néanmoins, Christian, ce travail de fond fondamental de recherche et académique ne semble pas percuter. Moi, j'ai pas le sentiment que l'agrochimie aujourd'hui se soit tellement remise en cause. On l'a vu dans le débat glyphosate, donc on peut en parler, il est d'actualité évidemment. Je n'ai pas l'impression que Bayer Co et les autres aujourd'hui sont plus investisseurs dans une économie régénérative et pas à la recherche d'un modèle de rendement qui est encore chez nos amis allemands du Oui, reste, en mais particulier. je suis d'accord, mais là, c'est plus la question de la recherche, hein, c'est la question du lien entre le type de recherche qu'on Oui, produit et l'application dans les entreprises. Hein. voilà. Donc là, bon, je rappelle un truc quand même, parce que c'est intéressant sur l'énergie. La quasi-totalité des innovations de rupture hein, trouvées par des chercheurs sur l'énergie, c'est disponible à la fin du 19e siècle. Mm. Le premier panneau photovoltaïque hein, sur un toit, c'est 1886 à New York. Hein. La première éolienne qui fait du courant, c'est la même décennie. C'est la même décennie où on invente l'ampoule à incandescence, la centrale. Et puis après, il y a des délais très longs qui peuvent apparaître entre le moment où l'innovation est là et où elle se diffuse dans le système productif. C'est ce qui s'est passé sur les renouvelables, hein, puisque Mm. les nouveaux renouvelables hein, qui se développent depuis 20 ans sont en réalité disponibles au niveau de la recherche et développement depuis un siècle, même plus. Mm. 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 Et je vais, en te remerciant de ce panorama qui nous montre quand même que la COP28 est utile et qu'elle va permettre d'avancer peut-être, en tout cas de traiter les sujets, mais sommes-nous dans le timing? C'est quand même une question importante avec du raison. On a quand même des agendas et on a quand même une temporalité. Donc là, on peut se poser des questions, même s'il faut poursuivre le travail diplomatique. Arnaud, je te laisse piloter le questionnement peut-être en repartant de là. La question de la vitesse est une question importante, Christian. Ah ben, si tu me demandes est-ce qu'on est dans les temps, non, on n'est pas dans les temps, hein, Voilà. c'est évident. Le problème, c'est que on peut ne pas être dans les temps, mais aller dans la bonne direction. Tu vois, Oui. bon, ça, c'est grosso modo le Ce qui se cas passe. pour le charbon, c'est Mm. clair. Pour le pétrole et le gaz, il y a des signaux contrastés. Moi, je pensais il y a encore 1 ou 2 ans qu'on avait fait la bascule, et là, je vois effectivement des signaux un peu inquiétants dans les pays développés. Euh, pour tout le volet agroécologique et comment dire, défense des puits de carbone, et encore, je n'ai pas parlé de l'océan, hein, parce que l'océan, c'est Oui. encore pire. Hein. Bon, là, tout simplement, on n'a pas entamé. Là, donc, on n'est pas. C'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on n'a pas vraiment engagé la transformation. Et par de multiples côtés. Même si euh, la réforme de la PAC a été quand même un moteur assez important. Bon, donc là, il reste énormément de choses à faire. Et moi, je suis quand même très frappé, notamment sur les puits de carbone et sur la forêt, par le décalage incroyable qu'il y a dans la représentation collective. On se dit, bah oui, les entreprises, elles font un peu de compensation, elles plantent, etc. Et puis la dégradation des puits de carbone accélérée. Hein. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose d'important. Il y a un Bon, écart énorme. on essaie de répondre aux questions. Là, je vois Voilà, pareil. Arnaud, Il faut que je réponde à celles qui apparaissent ou pas? Non, Ah, non, Arnaud s'en occupe, il ouais, te pose Christian, des questions. je les ai prises au fur et à mesure et j'essaie de les Vas-y organiser. Arnaud, vas-y. Ouais. Alors, le premier bloc de questions est autour de de ce concept de désinvestissement sur lequel vous avez Oui, ouvert oui. vos propos. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour vous, c'est synonyme de sobriété et de décroissance? Et deux autres questions associées. On voit bien qu'aujourd'hui, vous avez listé un certain nombre de leviers ou d'obstacles sur l'intégration du prix carbone, sur la coordination internationale. Il y en a un qui est remonté dans les questions, c'était l'acceptation sociétale de la notion de sobriété. Comment peut-on faire pour que cette sobriété soit acceptée par la société de façon à ce qu'elle soit intégrée dans les politiques publiques? Et dernière question autour de ces éléments-là, vous avez mis beaucoup l'accent sur la réduction de l'offre. Euh, Comment assurer une synchronicité avec également la réduction de la demande, de façon à ce qu'on puisse en permanence trouver un système énergie qui soit à l'équilibre? Bon, alors, Réponse. le, je pense que la première et la troisième question sont à peu près les mêmes, hein. Bon, alors, et puis je reviendrai après sur l'acceptation sociétale. Euh, il est clair que pour basculer d'un système énergétique où 80% d'énergie vient des fossiles avec vers un système où on utilise les fossiles que de façon marginale, euh, il faut retirer beaucoup d'actifs économiques, hein, donc faire du désinvestissement. Et ce désinvestissement, il ne peut être obtenu pour un certain niveau, arithmétiquement, pour un même niveau de consommation énergétique, le désinvestissement est beaucoup plus complexe à obtenir que si vous baissez la consommation d'énergie. Donc il faut avoir à la fois une action sur l'offre et une action sur la demande. D'où le fameux concept de sobriété énergétique qui, à mon avis, est trompeur. Pour moi, le concept de sobriété énergétique, en fait, ça renvoie à une question d'équité. C'est qui consomme l'énergie? Bon, donc c'est ce que j'ai aussi développé dans le livre, hein. Qui consomme de l'énergie? On voit qu'il n'y a pas de schéma possible de transition énergétique si on ne remet pas en cause les consommations excessives d'énergie qui se trouvent soit dans les pays riches, soit chez les riches à l'intérieur des pays émergents et même des pays pauvres, hein. Donc cette question, bon, je ne donne pas les chiffres dans le détail, mais en gros, en moyenne, on consomme à peu près 8 fois plus d'énergie par habitant aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui qu'en Afrique, au sud du Sahara, même un peu plus, hein. Bon. Donc, ça renvoie donc à une question de redistribution. Donc, pour moi, la raison pour laquelle on n'arrive pas à bien calibrer à la fois l'action sur l'offre et la demande, c'est que du côté de la demande, les politiques énergétiques ne savent pas coupler de la sobriété avec de l'équité. Et c'est la même question pour le prix du carbone. Moi, j'ai des expériences dans le prix du carbone, à la fois en matière de taxes, puisque j'ai présidé un comité en 2013 qui a proposé au gouvernement à l'époque d'introduire la taxe. J'avais proposé qu'un tiers du produit de la taxe carbone soit redistribué aux 4 déciles de ménages avec les plus faibles revenus. Et si on voulait redistribuer à tout le monde per capita, il fallait redistribuer 2 tiers de la taxe. Tout simplement, le gouvernement, il a pris le volet taxe, hein, et Bercy était ravi, mais ils n'ont pas fait le volet redistribution. Oui, donc, pour moi, c'est... Alors ensuite... Sur ce point, pardon Christian, sur ce Oui. point, monsieur, le président chinois comme le président américain tiennent bon sur notre mode de vie n'est pas négociable. Bah, Euh, oui, mais et donc, nous avons un hiatus, c'est ce que je pose dans mon livre, nous avons un hiatus extrêmement fort entre un système politique qui dit il faut continuer de se développer, un système géopolitique, et aujourd'hui, cette réalité qui nous court derrière. Donc, aujourd'hui, tu es confronté au choc géopolitique. bien sûr, mais le, euh, enfin, la plupart des révolutions dans l'histoire ne se font jamais par une décision des chefs d'État, hein, ça se fait par des rapports de force, hein, et des contraintes qui s'imposent aux D'accord. dirigeants, hein. Alors ensuite,
je dis ça sans nécessairement pour aller demain La envoyer un révolution. pavé sur la boucherie du coin, hein, ou sur les CRS à l'occasion des bassines, quoique je sois fortement opposé aux bassines. Alors, ça, c'est le volet quand même important. L'autre volet de la question, c'est quel est l'impact sur la croissance? Ça c'est une question intéressante. Pour moi, la question n'a pas de sens en général. Il faut la ventiler en fonction des systèmes économiques sur lesquels on intervient. À court et moyen. À long terme, il est clair que si on ne fait pas ces transitions, tout le monde va perdre complètement sur la croissance, puisque si on ne Oui, modère pas du tout le réchauffement, ben, le système va s'écrouler tout simplement. Bon, alors, oui. à court et moyen terme, ben, prenons le cas des Émirats arabes unis. Il est évident que accélérer la transition énergétique aux Émirats arabes unis, ça veut dire que la société nationale doit réduire ses investissements et ses exportations de pétrole. Ça va ralentir très fortement et passer par une voie de décroissance, hein, dans tous les pays qui sont tributaires de la rente fossile. Évidemment, la transition va leur coûter cher, hein, parce qu'il y a beaucoup de capital à déplacer. Bon. Ça pose aussi un problème d'équité, parce que c'est aussi dans les pays routiers que les écarts les plus importants ont été creusés entre les riches et les pauvres. Si vous prenez les pays moins avancés, ben non, la transition économique et la transition énergétique est au contraire un accélérateur de la croissance, puisqu'il n'y a pas tous ces actifs fossiles qui encombrent l'économie, hein, et on le voit. Moi, je vois dans les projets AgriSud aujourd'hui au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on a accès à des systèmes d'énergie solaire qui permettent notamment d'aller rechercher de l'eau. Là, on ne pouvait pas le faire avant parce que les motopompes avec du pétrole, c'était beaucoup trop cher. Oui, bon. Donc, on a au contraire potentiellement une accélération forte grâce à la transition énergétique dans les pays moins avancés qui ne sont pas encombrés par ces actifs liés aux fossiles et qui, en plus, ont des systèmes énergétiques qui excluent plus de la moitié de la population de l'accès à des énergies correctes en termes de cuisson et d'électricité. Bon, alors, sur l'Europe et la France, on est dans une situation un peu intermédiaire. On est beaucoup moins dépendant, par exemple, des fossiles que les pays du Proche-Orient, mais aussi que l'Australie ou le Canada ou les États-Unis. Bon. Par contre, on a beaucoup d'actifs économiques qui sont liés à l'usage des énergies fossiles. Bon. Donc, le problème, ça va être notre capacité à transférer vite des actifs carbonés vers des actifs décarbonés. Et donc, ça va être toute l'habileté de transfert de ces actifs. Transfert, alors, les actifs financiers, je dirais, c'est pas mon sujet. Hein, bon, les financiers qui font des profits absolument incroyables et qui captent une partie importante du profit dans les systèmes capitalistes aujourd'hui, bon, ben, ils vont prendre des gamelles s'ils ne le font pas en beau rythme. Hein, c'est ce qu'a dit le gouverneur McKerney, hein, de la Banque d'Angleterre, déjà au Lloyds, hein, il y a quelques années. Bon. Les actifs physiques, là, c'est compliqué, parce que les actifs physiques dans l'énergie sont à très longue durée de vie. Bon. Et puis les actifs humains, c'est là où ça va se jouer le plus. Et là, on rejoint la question de l'information. C'est que la transformation, elle va obliger à non seulement changer les compétences des personnes, mais aussi à changer les emplois. Il va falloir détruire les emplois et en recréer. Donc ça, c'est un vrai problème. Je dis deux mots enfin sur la remarque de Patrick, hein, sur les rendements. Parce que c'est amusant. Patrick est bien conscient, hein, que les formes que vont prendre la transition climatique vont impacter sur le système macroéconomique. Hein. Alors, il y a un autre élément qui est quand même intéressant, c'est que la plupart, alors c'est vrai surtout pour le volet énergétique, hein, la plupart des systèmes bas carbone impliquent plus d'investissements upfront et moins de coûts d'entretien et la plupart, c'est pas vrai à 100%, mais c'est quand même assez largement vrai. Hein. Donc, en gros, une économie décarbonée est plus capitalistique qu'une économie carbonée. Et donc, et même si les objets peuvent être décentralisés, hein, ne croyez pas que c'est un peu pareil, par exemple pour la pêche, hein, souvent les gens disent, regardez, les petits bateaux, c'est moins capitalistique que les gros
les bateaux-usines. Maintenant, ce n'est pas vrai. Si vous prenez en fonction des prises, ce qui est le plus capitalistique, c'est les petits bateaux. Bon. Ben, pareil pour le système énergétique, les objets décentralisés, qui c'est l'une des grandes vertus de l'économie de flux, des éoliennes et surtout photovoltaïques, c'est la modularité. Vous pouvez faire ça à l'échelle de votre téléphone portable et puis des fermes géantes qui fournissent de l'électricité plus que 2 ou 3 fois Flamanville. Enfin, si Flamanville en fournit un jour. Voilà. Donc, vous voyez, donc ce côté plus capitalistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition énergétique sur le plan macroéconomique va obliger pendant un certain temps à investir plus. Et comme il va falloir en même temps désinvestir, on n'aura pas d'accroissement de la capacité productive. Ça c'est un problème macroéconomique qui est nouveau, que les modèles conventionnels ne savent pas bien traiter du reste. Bon, il y a un bout de temps que je ne fais plus de modèle macroéconomique, mais prenez par exemple le rapport Pisani-Ferry sur le coût de la transition énergétique en France. Bon, c'est dit, mais de façon extrêmement indirecte, donc ce n'est pas visible. Il dit à un moment, la productivité apparente du capital va baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de l'accroissement d'investissement qu'il faut faire, il n'y a pas d'accroissement de capacité productive parce qu'en même temps, tu enlèves d'autres actifs. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc, la question de la rentabilité du capital, elle est évidemment cruciale et je rejoins assez largement les analyses de Patrick qui disent qu'en gros, il va falloir faire une croix sur les rentabilités qu'on exige aujourd'hui lorsqu'on investit. C'est clair. Voilà, je crois avoir à peu près répondu à tout là. Ouais. Oui, oui, merci beaucoup. Je voulais maintenant vous parler du carbone vivant, parce que vous l'avez mis à juste titre en balance avec le carbone fossile et en précisant sur ce carbone pas en vivant. balance, en complément. En complément, pardon, oui, vous avez raison. En précisant que ce développement de l'attention au carbone vivant serait encore plus compliqué que le désinvestissement du carbone fossile. Est-ce que vous avez des pistes un peu macroéconomiques à partager, politiques, qui pourraient permettre une attention plus forte à cette problématique? Et d'après vous, est-ce que c'est correctement pris en compte dans la COP à venir et les COP en général? Alors, le carbone vivant, ça ne se traite jamais au niveau macro. Parce que, et ça, c'est une différence assez majeure avec le carbone fossile. Le fonctionnement d'une centrale thermique ou d'un champ photovoltaïque, c'est en gros le même, quel que soit le point du globe où vous êtes. Sur le système de carbone vivant, vous êtes totalement tributaire de la latitude et de la longitude où vous vous trouvez, est-ce que vous êtes près d'une rivière ou pas. Donc, le carbone vivant ne se traite qu'à l'échelle micro-locale. D'où un problème assez compliqué de réplicabilité. C'est-à-dire que génériquement, on peut dire les méthodes de l'agroécologie, qui à mes yeux sont vraiment le cœur de la transformation, consistent à basculer de systèmes spécialisés basés sur un appauvrissement du vivant parce qu'on sélectionne le matériel vivant sur la base d'un rendement immédiat, c'est terrifiant sur le plan de la résilience. Aujourd'hui, si vous regardez le nombre de lignées sur lesquelles vous cultivez des céréales ou vous élevez des porcs, on s'expose à des dangers redoutables. Donc il faut basculer de ces systèmes-là vers des systèmes où on va utiliser la diversité du vivant pour produire. C'est ça le nerf de la guerre pour le volet agricole. Ça ne peut se jouer qu'à l'échelle locale avec des systèmes d'incitation qui visent quoi? Qui vont viser à soit pénaliser l'usage des intrants les plus dangereux, d'où ma déception par rapport à la décision qui a été prise hier sur les glyphosates, qui est une absurdité. Bon. Ça va consister surtout à essayer de rémunérer toutes les aménités, tous les services écologiques que peuvent apporter l'agriculteur. Certaines sont assez faciles à valoriser, surtout lorsque ça concerne le cycle de l'eau. Bon, je sais que, en gros, pour faire simple et pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ces choses-là, lorsque vous dites que vous améliorez la capacité de stockage du CO2 dans des sols, vous améliorez en même temps la capacité de stockage de l'eau. Donc, plutôt que de faire des immenses bassines, si vous changez les systèmes de production agricole qui sont autour des bassines, vous allez stocker l'eau dans les sols et pas à travers ces investissements. Donc ça, c'est tout à fait important. Donc ça, c'est vraiment le point important. Il y a un autre volet sur la transition qui est majeur, c'est le volet alimentaire.
Et on retrouve le pendant de la transition énergétique. Là. Le volet alimentaire, il est que, pour faire simple, on ne réussira pas la transition agroclimatique si on n'introduit pas de la sobriété dans les modèles alimentaires. Ça veut dire quoi la sobriété? Leur sobriété pour l'alimentation, ça renvoie plutôt à l'alcool. Souvent, je ne vais pas vous dire qu'il faut consommer 3 grammes d'alcool tous les jours, mais ce n'est pas là la question pour le climat. La question elle est double, c'est que les aliments les plus transformés industriellement sont aussi ceux qui ont la plus grosse empreinte climat. Et les aliments qui sont issus de l'élevage des ruminants également. Donc, il va falloir réduire massivement les gaspillages représentés par la surconsommation de ces deux types de produits. Et ça, c'est un problème redoutable. Le mode de vie. Et qui n'est pas uniquement… Les déterminants de la consommation alimentaire sont loin de se ramener à des déterminants économiques classiques sur les prix. Le prix du beefsteak qui vient des ruminants, il est beaucoup plus élevé que le prix des lentilles. Et pourtant, dès qu'un pays s'enrichit, il augmente la part de ses produits issus d'élevage du ruminant. Donc, c'est des problèmes complexes. Et il n'y aura pas de transition agroécologique réussie sans une action sur les modèles alimentaires qui renvoie exactement à la nécessité de la sobriété énergétique dont nous avons parlé, y compris dans les volets d'équité. Parce que sur les volets d'équité, si vous regardez aujourd'hui l'évolution de la situation alimentaire dans le monde, moi je suis ça de façon très précise à partir des indicateurs qui sont maintenant connus de la FAO, les modèles productivistes ont permis des progrès incroyables dans l'approvisionnement alimentaire. Ces progrès se sont arrêtés au milieu de la décennie 2010. Concrètement, le nombre de personnes répertoriées qui sont en situation de sous-nutrition, c'est-à-dire de faim, a cessé de baisser au milieu des années 2000. Et ça remonte depuis 3 ans maintenant. Pour des raisons, de guerre, de conflit, etc. Pas uniquement. Pour des raisons de prix des produits agricoles de base qui sont en partie liés à des phénomènes de guerre, mais qui sont aussi liés à des accidents et des chocs climatiques à répétition. Je rappelle juste que, vous vous souvenez, le pic de chaleur au Canada, presque 50 degrés au bas des Rocheuses, l'année du pic de chaleur au Canada, la production de blé canadienne a baissé de plus de 40%. La perte sur le marché mondial, ça représente presque, en exportation, ça représente presque 1 an d'exportation de blé ukrainien. Donc, on a énormément parlé de ce corridor qui permettait de maintenir ce flux depuis l'Ukraine, mais les chocs climatiques aujourd'hui sont aussi importants. Les inondations au Pakistan, c'est un choc sur la riziculture. Donc, on a aussi une fragilisation du système agricole, et notamment des systèmes agricoles productivistes avec le réchauffement climatique. Les rendements céréaliers, excusez-moi de rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Quand j'étais jeune chargé d'études aux chambres d'agriculture, j'avais un magnifique graphique sur l'accroissement des rendements. Il n'y a plus d'accroissement des rendements sur les céréales en Europe, il y a même une décroissance sur certaines zones. Donc, ne croyez pas que ces questions sont déconnectées. Elles sont extrêmement importantes et je crois que un dernier point quand même que je n'ai pas indiqué, je ne sais pas si j'ai encore le temps. J'ai le droit encore de parler, Patrick? Oui, tu conclus. Tu m'as dit qu'il fallait pas que ça dure trop longtemps. À 15, nous allons. Mais vas-y, fini. Alors, tu vas pas me couper le micro quand même. Non. Alors, non. Voilà. Jusqu'à présent, voyez-vous, j'ai présenté le volet carbone fossile, le volet carbone vivant, comme si c'était 2 questions distinctes, mais elles sont évidemment très liées. Et la liaison, elle apparaît lorsqu'on essaye de boucler les scénarios énergétiques. Lorsqu'on boucle les scénarios énergétiques, que ce soit le scénario 2050 de l'OCDE, celui de Greenpeace, celui de tous les gens qui font des scénarios, ceux qui sont répertoriés dans le GIEC, on aboutit toujours à ce qu'on appelle les émissions résiduelles. Voyez-vous, les émissions résiduelles, c'est la quantité de CO2 qu'on n'est pas capable d'éliminer en transformant le système énergétique. Et alors là,
On boucle le scénario en allant rechercher des méthodes de captation. C'est ça. Et les principales méthodes de captation, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont utiliser de la bioénergie. Vous allez faire de la CCS sur des installations qui fonctionnent à partir de biomasse, vous allez mettre du biochar dans les sols, vous allez utiliser des méthodes qui, comme si la capacité de régénération du système naturel pouvait s'adapter à nos besoins résiduels sur les émissions du carbone fossile. Mais c'est une absurdité, évidemment. Il faut inverser le raisonnement. Nous n'avons pas le choix, nous ne savons pas faire une nature B. Hein. Donc, il va falloir réduire les émissions de CO2 d'origine énergétique jusqu'au point où on va pouvoir s'assurer de cette capacité de régénération du milieu naturel pour le CO2 et pour les autres aménités. Je donne un autre exemple parce que ça commence à être aussi une tarte à la crème qui circule. Vous trouverez dans beaucoup de stratégies nationales bas carbone, à commencer par la nôtre, qu'en 2050, une partie de ce stockage, il est obtenu grâce à l'utilisation des produits bois. Ah bon? Mais vous m'expliquerez comment est-ce que vous faites le bouclage, puisque le bois ne peut pas à la fois stocker le CO2 lorsqu'il est planté et lorsqu'il est dans vos poutres ou dans vos tables, voyez-vous, hein. Donc, il faut évidemment prendre la plus grande attention à toutes les promesses qui nous sont faites aujourd'hui sur la capacité d'absorption des émissions résiduelles par des techniques qui utilisent directement ou indirectement la capacité de la biomasse terrestre. Hein. Je pense que c'est très important. On est parfois sur des visions un peu simplistes qui rappellent fâcheusement dans le passé les premières visions sur je vais planter des arbres au kilomètre carré et puis ça va régler la question, ou la première vague de biocarburants, hein, où on se disait voilà, vous voyez, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ouais. Voilà. Voilà, j'étais Merci, ravi mon cher Christian. Merci de merci nous Patrick de avoir. ton invitation, j'étais ravi par ce dialogue à distance, hein, même si c'est Voilà. toujours un peu compliqué de dialoguer à distance, et bonne chance à tous. Je renvoie sur ton livre, je Merci renvoie beaucoup. sur tes ouvrages. Tu peux renvoyer sur mon site aussi, sur mon Et site. sur ton site. Je remercie les uns les autres de leur participation, de leur écoute attentive et Arnaud d'organiser la discussion. Et nous nous retrouvons le 15 décembre. On sera post-COP28, donc il y aura un aspect évaluation des briefings de ceci. Mais on voit qu'on a une réflexion qui est anthropologique, hein, qui est très fondamentale, hein, parce qu'elle croise des données physiques que tu as rappelées, des données sur les systèmes du vivant qui s'imposent à nous, sur notre capacité à gouverner les transformations, sur notre volonté d'avoir un mode de vie compatible et à en décider tous ensemble dans une économie qui s'interroge sur ce qu'elle peut faire et pas faire. Bon, voilà, à part ça, une fois qu'on a dit tout ça, je vous renvoie à votre vie personnelle parce que c'est aussi aux citoyens que vous êtes et à citoyennes que vous êtes que tout ça se pose et trouvera aussi des solutions collectives, mais avec des attitudes individuelles qui sont aussi déterminantes. Donc, on est heureux les uns les autres de poursuivre ce travail de réflexion chaque mois. Et je vous dis donc au 15 décembre. Merci Christian Pertuis, merci Arnaud. À très bientôt.